Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Profitez encore bien des vacances, parce qu'à mon avis, septembre, ça va être chaud pour tout le monde. Donc, alors, on va regarder un peu les activités du moment. Allez, c'est parti. Alors, importer 50 millions de robots et nous coûterait jusqu'à 250 milliards par an. Celui qui contrôlera nos robots contrôlera notre économie. Ça, c'est sûr. La France pourrait compter 50 millions de robots en 2050 pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, le vieillissement de la population. Ces machines moins coûteuses que les humains et essentiellement à la croissance future doivent être produites en France. Plaident Jean-Louis Contaza et Élodie Chapelle de chez Wondercraft. Alors, en 2050, 50 millions de robots travailleront en France. Un tsunami inéluctable, poussé par la démographie et la technologie. Nous n'aurons plus assez de travailleurs pour assurer la prospérité, la croissance et soins et le coût d'un robot sera inférieur partout dans le monde et celui de la main-d'œuvre humaine. La France a besoin de ce robot et tout le monde le sait. Oui. Chute démocratique, baisse des actifs, croissance à zéro, sentiment de pauvreté, 2 millions d'emplois vacants, épidémie à venir de fermeture d'entreprises causées par les difficultés de recruter. 300 000 aides-soignants manquants en 2035, 20 millions de retraités en 2050, 100 jeunes pour les aider, retraites droguées à l'endettement et qui imploseront avant 2040. Dans un tableau aussi sombre, le robot ne sera pas perçu comme un concurrent qui vole les emplois, mais comme l'outil du retour à la croissance, à la prospérité et à la reproductivité. Donc moi, ce que j'en pense de tout ça, ce serait pas plutôt ça le grand remplacement, de l'être humain? Vous voyez ce que je veux dire? Le transhumanisme, l'IA, le hackage de l'être vivant, hein, les cyborgs, comme on dit. C'est une période, rappelez-vous, pendant le Covid-19. On nous parlait souvent de l'hybridation. Donc vous voyez de quoi je parle. Et comme je dis souvent, quand ils ont un problème, ils trouvent la solution, hein. Donc voilà, c'est ça en fait le grand remplacement. Mais pour l'instant, ils mettent le plan petit à petit, tranquillement, quoi. Puis personne ne veut ouvrir les yeux, personne ne veut accepter la vérité, en fait. Bon, c'est pas grave. On va passer à un deuxième article. Alors, la défense et la santé de l'armement, les soignants pour la guerre de demain. Le gouvernement prépare les hôpitaux à entrer en guerre. Rappelez-vous ce qu'il avait dit Macron, nous sommes en guerre, 6 fois. Ça doit vous interpeller, mais bon. Le, canal a- le, le canard a mis la palme sur une guide pratique à destination des blouses blanches pour la prise en charge prioritaire des futurs blessés, quitte à dégrader un peu les soins pour les civils. Bah déjà, excusez-moi, qu'on voit l'état à la gueule des hôpitaux, je suis désolé, quoi. Alors déjà, pour te faire soigner, tu attends 5 heures. Pour avoir une chambre, tu dois attendre 10 heures. Et tout ça, c'est voulu, hein. C'est voulu. Ils veulent faire des économies à fond et voilà le résultat, quoi. Et donc, malheureusement, bah, on laisse tout faire, en fait. On a plus le combat, il n'est plus là, quoi. On n'a plus rien. On est dépouillé de partout, on est volé de partout. En France, on a pratiquement plus rien que français quand on se fait hacher par les étrangers, quoi. On est vendus. On est des vendus, quoi. C'est un truc de fou. Bref, les blouses blanches aimeraient avoir la paix. Le gouvernement les prépare pour la guerre. Après avoir l'an dernier ordonné aux agences régionales de santé d'être parées, un engagement majeur de la France, le ministère de la Santé et des Armées rédige un guide pratique destination aux soignants civils.
afin de leur enseigner les prises en charge des soldats polytraumatisés, en plus des gardes à l'hôpital, de garde à vous. Donc voilà, là je vous le mets, c'est un article payant, forcément je ne vais pas payer. Alors, pour vous, comment vous imaginez la guerre? Est-ce que ce sera une guerre, co- comment dirais-je, entre humains? Est-ce que ce sera une guerre technologique? Et comment la guerre pourrait se déclencher? Est-ce que ce serait pas plutôt une guerre spirituelle, économique, sociale, hein, religieux? Et bien sûr, tout le hackage des êtres humains, des êtres vivants aussi. Rappelez-vous de la saison pendant le Covid. Hein. Donc vous voyez que tout ça, c'est une mise en scène. Mais avant d'avoir une grosse guerre, je pense qu'il y aura une guerre civile qui sera reliée avec tout ça. Après, c'est ce que je pense. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais voilà, quoi, tout ça, c'est voulu. Et puis, il faut se rappeler que tout ça, en fait, c'est pour faire une. C'est une guerre. C'est une guerre de dépopulation déguisée. Hein. Toute guerre est une dépopulation déguisée. C'est juste question d'argent. Et c'est tout, quoi. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas ça et ils ne voient pas encore, comme j'ai dit, hein, bah, la vérité en face. Et malheureusement, ça va être l'hécatombe. Voilà. Donc, après, troisième article, rappelez-vous, des TGV médicalisés, les plans du ministère de la Santé en cas de guerre contre la Russie. Info sur le point, le ministère de la Santé prépare un dispositif d'évacuation des blessés en cas de conflit en Europe. Des TGV médicalisés à l'image de ceux utilisés lors du Covid sera opérationnel. Ouais. Voilà, déjà que vous avez du mal à avoir des masques. Hein. Rappelez-vous que pendant la période du Covid, des aides-soignants, des infirmières, des médecins et tout ça, des chirurgiens, étaient obligés de prendre des sacs poubelles pour se protéger. Mais bon, mais bien sûr, le Covid-19, on le sait très bien que les gens ont commencé à comprendre qu'en fait, tout ça, c'est des mensonges. On vous a eu par la peur. Il y a ceux qui ont accepté le hackage. Quand je dis le hackage, certains ont compris, qui ont accepté le marque de la bête. Donc voilà. Et si on lit, attendez, voilà. En réponse aux demandes de l'OTAN, le ministère de la Santé prépare une dispositif d'évacuation blessés en cas de guerre avec la Russie. En Europe, des urgentistes français pourraient aller secourir des blessés au bord de TGV médicalisés. Pendant la crise du Covid-19, 10 rames avaient été spécialement équipées pour permettre une réanimation au bord avec du personnel médical. En 2020, elle avait ainsi repatrié 202 malades en état grave des hôpitaux de l'Est et de l'Île-de-France vers les hôpitaux les moins encombrés de l'Ouest de la France sans aucun décès. Ces rames médicalisées n'existent plus. Il s'agit de trains standards. Mais est-ce qu'ils ont déjà des trains préparés ou pas? Parce que s'ils n'ont pas de train déjà pour le Covid, ils sont plus médicalisés les trains. Il faut peut-être les préparer à l'avance. Parce qu'eux, ils vont. Vous inquiétez pas. Hein. Ils ont déjà tout préparé. Parce que logiquement, une guerre, ça se dit pas. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voyez, hein. Est-ce que ça sera une guerre comme nous on le pense ou ça sera une guerre Moi je pense que ce sera plutôt une guerre technologique. Moi je pense ça comme ça. Hein. Je pense qu'avant qu'il y ait une grosse guerre, ils vont tout faire économiquement. Vous voyez, on peut imaginer beaucoup de scènes, hein, il y a beaucoup de scénarios qu'on peut voir. Hein. Voilà, le premier, elle est simple, hein, avant qu'il y ait une grosse guerre. Vu que maintenant que sur tous les comptes en banque, c'est électronique, il faut une pseudo-coupure Internet, d'électricité. Ils vous piquent tout l'argent sur le compte, et là, ça y est, c'est fini. Déjà, ils vont faire ça, ils vont commencer par la guerre civile. Une fois que la guerre civile
est terminée. Vous savez qu'ils vont peut-être vous imposer des lois martiales, etc., etc. Et une fois que si ça ne marche pas, on fera une guerre mondiale, mais que nous sommes déjà en guerre. Hein. Moi, je vois les choses comme ça. Après, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez un peu le même pensée que moi ou pas. Donc, alors, KFC. AVS ne certifie aucun restaurant KFC en France. L'organisme demande une information jamais revendiquée par KFC et venue d'un site non officiel. C'est jamais un site non officiel. Alors, depuis le 21 janvier 2026, KFC France propose une carte composée quasiment de poulets certifiés halal dans une partie de son parc. Les chaînes a démarré avec 24 restaurants avant d'élargir le dispositif le 15 avril 2026. Les réseaux comptent aujourd'hui 139 établissements concernant sur les environ 59 points de vente, soit plus d'un tiers du parc. Une bascule qui prolonge la dynamique des marchés du halal en France et qui nourrit les nombreuses interrogations sur l'identité des certificateurs. Un démenti formel qui cible notamment les sites menus KFC. Dans une communiqué intitulée AVS dément toute certification du KFC France, l'association explique avoir alerté sur la diffusion par le site menu KFC d'informations la présentant comme intervenant dans les certifications halal de l'enseigne. Communiqué officiel avec AVS dément toute certification de KFC France. AVS a été informé de la diffusion sur le site menu KFC FR d'informations présentes AVS comme intervenant dans les certifications halal au restaurant KFC en France. AVS dément formellement cette information. À ce jour, AVS ne certifie aucun restaurant KFC en France et n'a délivré aucun agrément permettant à KFC France ou l'un de ses restaurants de se prévaloir d'un contrôle d'un certificat AVS. AVS précise également qu'il n'y a aucun lien, partenaire ou accord de certification avec le site menukfc.fr qui représente comme indépendant du KFC au règlement, une règle simple pour les consommateurs. Un simple présence de nom de logo AVS sur un site internet, une publication ou tout autre support ne constitue pas une preuve de certification. Pour les établissements agréés AVS, seule la présence physique du cadre d'agrément officiel AVS établit un nom de l'établissement et comportement son numéro d'identification unique permet d'attester qu'il est effectivement contrôlé par AVS. En cas de doute, les consommateurs sont invités à vérifier directement auprès d'AVS pour ces canaux officiels. L'utilisation du nom AVS pour laisser entendre que l'établissement et les produits sont contrôlés ou certifiés AVS, alors qu'ils ne sont pas agréés ou susceptibles d'induire les consommateurs en erreur. L'AVS réserve la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser toute utilisation non autorisée ou présentation erronée de son nom. Donc, la formulation ne laisse aucun marge d'interprétation. AVS ne certifie aucun restaurant en France, indique l'organisation qui précise n'avoir délivré aucun agrément permettant à la chaîne ou l'un des restaurants de se promouvoir du contrôle AVS. L'association ajoute de n'entretenir aucun lien ni accord avec le site en question. KFC n'a jamais rendu public le nom de son certificateur. Bah tiens. Point souvent sur la négligité du débat, l'enseigne n'a jamais nommé d'organisme. Sur son site comme dans son réponse à la presse. Sa formulation reste constante. KFC travaille exclusivement avec des fournisseurs partenaires disposant d'une certification halal. La nuance est technique, mais décisive. Les certifications portent sur les filières d'approvisionnement et sur l'abattoir, en amont, pas sur le restaurant en lui-même. En France, le halal ne relève d'aucune norme publique, ni d'aucun agrément de l'État. Plusieurs organismes privés coexistant, chaque avec son cahier des charges. Rien n'obligeait donc KFC à communiquer le nom des siens. La question se pose pour l'ensemble des enseignes halal développées en franchise. Donc, ce qui est bizarre pour moi, c'est qu'il sort cet article-là maintenant. Là, hein. Donc, et comme par hasard, il y a bientôt les élections 2027. Eh ouais, ça arrive bientôt. Et donc, est-ce que c'est pas plutôt pour faire une révolte de la communauté musulmane, en fait? Est-ce qu'il ne veut pas qu'il y ait une guerre civile? Est-ce qu'ils ne veulent pas provoquer quelque chose, en fait? Vous voyez? Et puis le halal.
On vous met une étiquette qui vous dit que c'est halal. Et le halal, il est détenu par qui? Voilà déjà, ça c'est... On aimerait bien avoir une réponse là-dessus aussi. Vous ne trouvez pas? C'est un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez de ça aussi, c'est pareil. Bon, il y a les élections, vous voyez ce que je veux dire. Alors, eh oui, tout ça, ce sont des restaurants américains. Il y a beaucoup de gens qui y vont, qui aiment bien bouffer de la merde, quoi, en fait. Alors, attendez, il y a un petit bug, quoi, là. Toc, Ah, ok. Eh oui, hein. Comme Amazon, Google, Facebook, payent pas, payent si peu d'impôts, voire ils ne payent pas d'impôts. Eh oui. Et bah, KFC, c'est pareil, hein. On va trouver l'article, hein. Alors, on va trouver juste le passage. Ah, les déficits indéfiniment, indéfiniment reportables. KFC France ne paye pas d'impôt sur la société car il a un important déficit indéfiniment reportable, explique à l'AFP. Le contrôleur financier du groupe, en effet, pendant des années, sur la chaîne peut faire jouer au prix du fixe les déficits liés aux importants investissements qui lui ont permis d'ouvrir plus de 140 restaurants en partie financés par la maison mère et laquelle KFC France renverse l'intérêt à des droits d'usage et de la marque. Ouais. Donc, vous voyez, hein, tout ça ne paye pas d'impôts. Forcément, c'est américain, c'est eux qui l'ont imposé en France. Ouais. Donc, on va dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ne sont pas venus pour rien. Ils ont fait leur bis aussi, hein. Et donc, ouais, il y en a d'autres qui vont boycotter McDonald's, KFC, machin, machin, mais ils bouffent dans les trucs américains. Enfin, bouffer de la merde, quoi. C'est quand même grave. Vous vous rendez compte? Enfin, bref. On va passer, tiens, on va écouter ce Jean-Claude Van Damme, ce qu'il disait il y a quelques années sur l'eau. Attendez 2 minutes. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et on se foutait de sa gueule, mais il a raison. Et là, on va écouter en fait Monsieur Macron, qui est passé le jeudi 30 mars 2023. C'est sur le plan de l'eau. Ça dure assez longtemps, 32 minutes, mais je vous le laisse quand même regarder. À moins 25% Ah, du niveau des nappes, et avec des sols qui seront plus secs, et donc une humidité inférieure, une capacité à absorber aussi ces précipitations qui sera profondément différente. Et avec ce changement climatique, et même si parfois il pleuvra davantage en hiver, nos nappes phréatiques, qui sont vraiment les stocks stratégiques d'eau, mettront plus longtemps à se remplir et se rempliront moins. Et donc pour nous préparer à tous les scénarios, on est en train d'intégrer les derniers travaux GIEC à nos modèles scientifiques, et tous ces résultats seront disponibles dans le courant de l'année. Mais je vais tout de suite être clair, sans être définitif dans le détail. Aucun ne nous dit que la situation va s'améliorer. Alors, l'année dernière, là aussi le ministre l'a dit, on a eu une sécheresse exceptionnelle par rapport à ce qu'on connaissait.
mais elle ne sera pas exceptionnelle par rapport à ce qu'on va connaître. Et donc, elle nous indique simplement, de manière peut-être plus rapide que ce qu'on pensait, que les changements sont bien là, avec ces 2000 communes qui ont eu des difficultés d'approvisionnement, environ la moitié d'entre elles qui ont eu recours à des solutions temporaires d'approvisionnement en eau potable, bouteilles, camions-citernes, 93 départements, ça a été dit, qui étaient sous restriction d'eau, et des conséquences très difficiles pour nombre de nos agriculteurs dans beaucoup de ces territoires. Une pousse d'herbe déficitaire de 24%, pour donner les chiffres, qui a fait souffrir beaucoup d'exploitants et d'éleveurs ensuite en conséquence, une production de maïs qui est la plus faible depuis 90, un rendement des cultures céréalières de printemps qui baisse de 28,4% en 2022. Les chiffres sont là pour montrer la difficulté. Et au début de cette année, on a eu un autre record inquiétant avec 32 jours sans pluie, et notre pays est dans un épisode inédit de sécheresse hivernale. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, 80% de nos nappes ont un niveau bas ou très bas, alors que nous étions, avec la sécheresse avant la sécheresse de 2022, à un niveau de 50%. Donc le défi, il est là, il s'est encore accéléré, et donc nous devons y répondre. Alors d'abord, on doit préparer l'été prochain. Et c'est les premiers éléments sur lesquels je voudrais donner quelques grandes lignes. Dès le mois de septembre, on a tiré les leçons, lancé les travaux, le ministre l'a rappelé, s'appuyant sur ce qui avait été fait dès il y a 5 ans, les premières assises de l'eau, la deuxième assise et le Varenne, avec déjà des premières actions et réinvestissements grâce à votre implication à toutes et tous. Des premières ont été prises par les préfets. On a une quinzaine de départements, dont les Hautes-Alpes d'ailleurs, qui sont d'ores et déjà placés en vigilance, avec des outils de communication, d'information vers les particuliers et les professionnels pour inciter tout le monde à faire des économies d'eau. On a ensuite une dizaine de départements qui sont d'ores et déjà en alerte ou alerte renforcée dans certaines zones. Je distingue bien ces deux phases. Et là, cette dizaine de départements qui sont en alerte renforcée, il y a des restrictions qui sont à l'œuvre pour les agriculteurs, les arrosages, etc. Mais pour réussir à préparer cet été qui s'annonce difficile, on doit tous aller beaucoup plus loin. Et donc nous allons mettre en place, d'ici à début mai, un instrument, comme un peu on l'a fait avec EcoWatt pour l'énergie, un EcoWatt de l'eau, qui va être mis en place par le ministère, partagé avec l'ensemble des acteurs, qui va permettre de responsabiliser chacun. Parce que quand la sécheresse s'annonce et que les difficultés sont là, chaque geste compte. Vous l'avez très bien dit, c'est exactement la même chose, le président du conseil régional l'a rappelé, que ce qu'on a fait sur l'énergie. Et donc, dans chaque territoire, en fonction des ressources en eau disponibles, les préfets ont fixé des règles de partage et de bon usage de l'eau. Et comme nous l'avons fait pendant l'hiver sur l'énergie, on aura cet outil qui sera disponible dès le début de l'été pour que chaque Français, chaque agriculteur, chaque maire, chaque chef d'entreprise puisse connaître les gestes à adapter de manière très transparente et l'évolution de la situation pour voir que chacun contribue à une partie de la solution. Ensuite, deuxième élément de court terme, comme là aussi nous l'avons fait pour l'énergie, nous allons demander à chaque secteur un plan de sobriété sur l'eau d'ici à l'été. Les ministres réuniront dans les prochains jours dans l'ensemble des secteurs concernés. L'énergie, l'industrie, le tourisme, les loisirs, l'agriculture. Ça marche bien quand tout le monde sait l'évolution de la situation, quand tout le monde est responsabilisé et quand on sait que les efforts sont partagés. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Les collectivités, évidemment, seront mobilisées, comme l'administration de l'État, et les bâtiments de l'État, et je remercie la région de s'engager dans cette dynamique, vont être équipés d'équipements hydroéconomes qui peuvent réduire à eux seuls de 30% les consommations, et de mécanismes de récupération des eaux de pluie, dès que c'est possible, afin, là aussi, notamment d'arroser les espaces verts avec de l'eau de pluie plutôt que de l'eau potable. Parce qu'on a des situations qui continuent à être incompréhensibles pour nombre de nos compatriotes, à cause aussi des règles qu'on s'était fixées historiquement et qu'il faut faire évoluer. On aura à côté de ça, évidemment, on le sait, des difficultés. Et je veux être très clair, toutes les crises ne seront pas évitées dès cet été, parce qu'on a des situations de très grandes difficultés dans certaines communes. À l'été 2022, on a le sujet de ces 2000 communes dont le ministre et moi-même venons de parler. On en a 200 qui ont été approvisionnées en bouteilles d'eau, 340 avec des camions-citernes. Nous avons d'ores et déjà engagé des travaux pour sécuriser ces communes.
parce que pour bon nombre d'entre elles, c'était des sous-investissements historiques ou des grandes difficultés de connexion en raison de la topographie et en effet de la propre géographie. Et donc, après la sécheresse de l'été, on a d'ores et déjà, en plus de ce qui était fait des investissements habituels, mobilisé 100 millions d'euros qui ont permis de financer en urgence 500 projets. Et donc ça, c'est ce qui a été fait depuis l'été 2022 et qui sera parachevé avant l'été prochain. Mais on sait très bien qu'en raison de la spécificité de certains territoires, de l'isolement de certaines communes, il n'est pas à exclure qu'on ait des situations à nouveau de grand stress à l'été prochain, malgré ce plan, je dirais, d'urgence et de réduction de nos consommations et donc de sobriété. Pour accompagner les territoires les plus vulnérables, c'est le troisième point sur lequel je voulais insister sur le court terme, nous mobiliserons en plus de tous ces investissements 180 millions d'euros pour en priorité sur ces 2000 communes fragiles sont en situation les plus critiques, ainsi que ce qu'on a appelé les 170 points qui sont identifiés sur le territoire, c'est-à-dire toutes les zones où les fuites sont très importantes. C'est le cas de votre commune, monsieur le maire. Vous avez d'ailleurs engagé avec ce cofinancement des travaux, c'est-à-dire les communes qui perdent plus de 50% de l'eau, c'est-à-dire en raison de la vétusté, de la difficulté des lieux. Et on le voit bien, c'est une situation là aussi aberrante qu'on doit absolument corriger en urgence. Et donc nous allons travailler avec l'ensemble des maires qui ont la compétence de l'eau pour faire le maximum avant l'été et accélérer ces travaux avec ces 180 millions d'euros supplémentaires qui vont là aussi nous permettre de répondre à l'urgence. Mais au-delà de cette urgence, le cœur du plan, et le ministre le détaillera cet après-midi, demain, qui est le fruit de votre travail collectif, de toutes celles et ceux qui sont justement engagés dans les comités de bassin, de Jean Launay et de toutes celles et ceux qui en sont les acteurs au quotidien. Ce plan eau, donc, une cinquantaine de mesures, c'est avant tout un plan de sobriété et d'efficacité pour l'eau dans la durée. Et je veux pour ça fixer un cap à notre nation avec un objectif pour 2030 qui est de faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. C'est une modernisation sans précédent de notre politique de l'eau, c'est intégrer le rapport à la quantité et à l'évolution liée au dérèglement climatique pour intégrer totalement dans cette planification qui est écologique l'enjeu du changement climatique. Il y a 5 axes que je voudrais simplement ici illustrer. Accélérer la sobriété partout et dans la durée, lutter contre les fuites et moderniser nos réseaux, investir massivement dans la réutilisation des eaux usées et la mobilisation de nouvelles ressources, planifier les usages de l'eau sur la disponibilité future de la ressource et accompagner les transformations de notre modèle agricole, vous l'avez dit, Président, et mettre en place partout une tarification adaptée de l'eau. Alors, d'abord, faire des économies d'eau dans tous les secteurs et dans la durée, c'est l'objectif qu'on doit se fixer parce que le changement climatique va nous priver de 30 à 40% de l'eau disponible dans notre pays à l'horizon 2050. Et donc nous devons inscrire la sobriété dans la durée. Alors, ça concerne tous les secteurs et certains sont à mobiliser tout particulièrement. Le premier secteur, c'est celui de la production d'électricité. Il représente 51% des prélèvements, 12% de la consommation, avec le nucléaire et l'hydroélectricité. Et donc là-dessus, demandé sous la supervision de la Première ministre, et les ministres ont commencé le travail avec les grands acteurs, de changer là aussi les pratiques, et donc on va investir. Pour être sobre, c'est de l'innovation. Sur le nucléaire, on doit adapter nos centrales nucléaires au changement climatique en engageant un vaste programme d'investissement pour faire des économies d'eau et permettre de fonctionner beaucoup plus en circuit fermé. Grande difficulté, aujourd'hui nos centrales, elles utilisent l'eau et elles la rejettent, et donc ça n'a pas tout de suite de manière immédiate un effet sur le niveau, ça a un effet sur la température et compte tenu des conditions qu'évoquait à l'instant le ministre, ça joue sur le niveau.
dans la durée, et à certains moments et à certaines périodes de l'année, quand on a les pressions qu'on connaît, c'est une vraie difficulté. Et donc on va lancer ce plan d'investissement pour passer nos centrales justement en circuit fermé. Ensuite, on a l'hydroélectricité, car nous devons adapter le rythme de nos barrages aux enjeux du climat. Et vous le savez ici parfaitement, dans notre plus grand lac artificiel de France, l'eau a des usages multiples, vous l'avez rappelé, Président, tout à l'heure, vous l'avez d'ailleurs tous rappelé. Et donc, notre volonté, c'est par un dialogue de territoire coopératif, et vous l'avez entamé depuis plusieurs semaines par ces questionnaires, de définir dans chaque territoire les règles les plus adaptées aux différents usages et au partage de ce bien commun qu'est l'eau. Deuxième grand secteur, après l'énergie, c'est l'industrie. Les ministres de la transition écologique et de l'industrie organiseront une réunion des 50 sites industriels qui ont le plus grand potentiel de baisse de consommation d'eau, pour travailler avec eux sur un plan d'investissement pour ces économies d'eau. Nous voulons continuer de réindustrialiser le pays. C'est une de nos victoires des dernières années. On va continuer de créer de l'emploi industriel, mais ces secteurs industriels doivent être de plus en plus décarbonés et sobres en utilisation de notre eau. Et donc, pour cela, ce sont aussi des investissements, mais de la production de batteries à la production d'hydrogène, qui sont des activités qui ont besoin, on le sait, de quantités importantes d'eau pour produire justement des biens verts. Eh bien, nous allons intégrer dans les stratégies d'investissement la sobriété en eau et la réduction par rapport aux consommations actuelles. Le deuxième grand axe, c'est la lutte contre les fuites et la modernisation de nos réseaux. Dans de nombreux territoires, nous avons des réseaux d'eau qui connaissent des fuites très importantes. À l'échelle nationale, on a 1 litre sur 5 qui est perdu à cause des fuites. 1 litre sur 5. Ce qui est inacceptable. On a, dans certains territoires, 1 litre sur 2 qui est perdu. C'est le but, je le disais, de la mobilisation de 180 millions d'euros qui sont d'ores et déjà actés, qui seront chaque année confirmés pour résorber nos fameux points noirs et permettre d'avancer. Tout ça a été très bien identifié au moment des deuxièmes assises de l'eau. Et au-delà de ce financement sur nos points noirs qui est la priorité, on va aussi mobiliser la Banque des territoires et la Caisse des dépôts et consignations pour lancer un grand plan, justement, sur nos infrastructures. Parce que tout ça, c'est le fruit de quoi? De sous-investissements historiques. Et au fond, pendant très longtemps, pourquoi on se retrouve collectivement dans cette situation? C'est que pendant très très longtemps, on s'est habitué à ne plus investir dans nos réseaux d'eau et à ne plus vraiment payer le vrai prix de l'eau. Si on se dit les choses entre nous collectivement, à l'échelle du territoire. Il y en a qui sont adaptés plus vite que d'autres, mais c'est ça la réalité. Et donc, c'est ça qu'on doit progressivement faire changer et moderniser nos réseaux. Les moderniser, c'est aussi le faire de manière adaptée, avec des compteurs intelligents. On ne sait bien économiser que ce qu'on consomme, et donc je souhaite que nous travaillions avec les collectivités pour généraliser en 10 ans les compteurs intelligents, en commençant bien sûr par les plus gros usagers de l'eau. La région s'est lancée dans ce travail, et je l'en remercie, mais c'est ce qui va permettre justement d'organiser la sobriété au plus près du terrain, et donc de lutter là aussi contre les fuites et la modernisation de nos réseaux. Dans ce plan, je veux avoir un mot particulier pour nos outre-mer, qui ont une situation tout particulièrement difficile, et je pense à la Guadeloupe et à Mayotte, sur lesquels on a lancé il y a maintenant 4 ans des plans massifs de réinvestissement. On va donc débloquer 35 millions d'euros supplémentaires par an pour l'eau en outre-mer, parce que là, on a un besoin accru pour accélérer justement le travail sur les réseaux. Le troisième axe, c'est d'investir massivement dans la réutilisation des eaux usées, et plus généralement de tous les usages. Alors avant de passer aux eaux usées, les eaux de pluie, vous l'avez dit, Président, je salue l'effort dans lequel vous vous engagez pour justement permettre à nos particuliers, aux acteurs économiques aussi, de mieux récupérer l'eau de pluie. Et je souhaite que, dans ce cadre, le gouvernement puisse travailler, en lien justement avec les mécanismes des régions, à aider, accompagner les particuliers à s'équiper pour mieux récupérer les eaux de pluie. Mais la réutilisation des eaux usées, après traitement, permet de faire de très importantes économies d'eau. Et vous avez évoqué le cas d'Israël, il y a le cas de l'Espagne aussi, dont nous devons nous inspirer parce qu'on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus fort. Je vais vous donner simplement un exemple, c'est qu'aujourd'hui en France, moins de 1% de l'eau usée est retraitée pour être utilisée une seconde fois. C'est 10, 15, 20 fois moins que certains des comparables, les meilleurs dans le monde. Et donc, notre ambition est désormais, elle est raisonnable compte tenu de ce que les autres savent faire, de 1% de l'eau usée retraitée et utilisée à 10% d'ici à 2030.
Pour ça, nous avons décidé de lancer 1000 projets en 5 ans pour recycler et réutiliser l'eau. Nous avons la capacité de le faire, nous avons des acteurs industriels qui savent le faire, qui sont déployés sur nos territoires, nous avons de l'innovation française, nous avons des femmes et des hommes sur notre territoire qui savent faire cela. Nous devons maintenant bâtir ces projets et les déclencher par ces financements. Pour faciliter le développement des projets, nous devons aussi, ça a été évoqué par l'un d'entre vous, faciliter et accélérer les procédures administratives et lever quelques verrous dont il ne faut pas exclure qu'ils soient également administratifs. In fine, nous voulons réutiliser 300 millions de mètres cubes, soit 3 piscines olympiques par commune, pour donner un exemple, ou 3500 bouteilles d'eau par Français et par an, ce qui n'est pas rien, et ce qui est faisable, et ce qui en même temps sera créateur d'activités économiques. Le quatrième axe, c'est de planifier les usages de l'eau et les transformations de notre modèle agricole. L'eau, on le sait, est indispensable à notre agriculture, qui est profondément fragilisée par le changement climatique. Et le plan eau s'organise donc à cet égard en 3 piliers. D'abord, toutes les nouvelles installations agricoles seront adaptées au climat de demain. Bon, vous avez vu le discours de monsieur M sur le plan d'eau. Donc, alors maintenant, on va vous parler du logiciel PG2SE, digitalisation des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Le PGSE, c'est un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Est un démarche de gestion préventive des risques appliqués à l'eau destinée à la consommation humaine. Son objectif, garantir dans les durées la conformité de l'eau potable. Je sais, attendez 2 petites minutes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que les lettres peuvent être entières ou pas? Non. Ah, ça. Bon, c'est pas grave. Désolé. Alors, pour la consommation humaine, son objectif, garantir dans la durée la conformité de l'eau potable en identifiant les dangers, en évaluant les risques et en mettant en œuvre des mesures maîtrisées adaptées à du captage jusqu'au robinet du consommateur. Avec la transposition de la directive européenne 2020-2184, le PGSE deviendra progressivement obligatoire entre 2027 et 2029. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de plus en plus exigeant, renforçant des suivis qualité eau potable, émergence de nouveaux paramètres, l'ex-PFAS eau potable, épisodes de non-conformité liés à la pollution par des métabolites de pesticides, multiplication des situations de pénurie d'eau. Multiplication des situations de pénurie d'eau. Besoin d'organiser la surveillance des pollutions accidentelles. Pour les collectivités, le PRPDE et le PGCE n'est pas seulement un dossier réglementaire, c'est un outil de pilotage qui structure la connaissance patrimoniale, sécurise la décision d'investissement et améliore la résilience des services. Pour une lecture plus rapide, vous pouvez aller directement. Ça, on s'en fout, pardon. Et alors là, comme quoi tout est relié en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est le PGSE? Définition et enjeu. Le PG2SE définit un cadre conceptionnel. L'OMS Water Safety Plan. Le PG2S est la déclinaison française du concept de Water Safety Plan, le WSCP, promu par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et c'est l'ODD 6. Vous allez regarder l'ODD 6 et vous allez trouver. L'idée est de compléter les contrôles analytiques ou posteriori pour une démarche structurée et documentée qui vise à prévenir les risques à la source tout au long d'un système d'alimentation et eau potable.
Concrètement, cela revient à décrire le fonctionnement du service, ressources, ouvrages, traitement, réseau, à identifier les scénarios de dégradation possibles. Contamination dérive des traitements, intrusion, rupture et sécheresse, à évaluer leur criticité, à vérifier que des barrières de sanitaire existent et sont maîtrisées. Le PGSSE formule ensuite le plan d'action, des indicateurs et des modalités de révision régulière. L'objectif du PG2SE est les réactions à l'anticipation. Le PG2SE installe une culture de l'anticipation. Aïe. Il aide à passer d'une logique réaction à l'incident, à une logique prévention, à une surveillance, plus à une amélioration continue. Vous voyez, hein, ils vont créer un problème pour trouver une solution. Mais ils ont trouvé la solution. Pour des équipes qui vont devenir experts sur le sujet, l'enjeu est aussi de consolider une vision systémique. Pardon, j'ai oublié de retirer le truc. La qualité du robinet dépend des enchaînements des décisions techniques, organisationnelles et patrimoniales. Dans la pratique, le PG2SE sert à prioriser les risques sanitaires, réellement structurant à documenter les arbitrages, utilise lors des contrôles et en interne, organiser le travail d'équipe, exploitation, maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, partenaires, et à planifier des investissements cohérents avec les risques. L'approche globale du captage du robinet du consommateur. Le captage du robinet du consommateur. L'approche du captage au robinet est centrale, car les dangers peuvent se cumuler. En zone de captage, on doit gérer des pressions diffuses, les pratiques agricoles, les ruissellements, épisodes extrêmes ou des contaminants émergents. En production, l'enjeu de maîtriser les procédés, leurs dérives possibles et leur robustesse face aux variations de qualité brute. Selon les réseaux, les points sensibles concernant notamment les intrusions, la corrosion, la gestion des réservoirs de la qualité au bout de réseau, ainsi que la capacité à détecter, à traiter rapidement une pollution accidentelle. Vous savez très bien que les pollutions accidentelles, vous levez la tête, voilà, ils ont pollué tout. Air, mer, terre. Et la nourriture, bien sûr. Pour que vous soyez malade. Il faut que ça soit rentable. Avec eux, il faut que, voilà. Le PG2SE permet de relier des maillons au sein du même modèle et des risques et décider où l'effort est le plus utile. Protection de la ressource, optimisation des traitements, sécurisation des ouvrages ou organisation de la surveillance. Eh oui, vous êtes surveillé. La surveillance. Alors, le PG2SE obligatoire, réglementation et échange 2027-2029, directive européenne 2020-21-84 et transposition française. L'obligation de mise en œuvre du PG2S découle de la directive UE, Union européenne 2020-21-84, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. En France, cette évolution a été intégrée via des textes de transposition, donc le décret numéro 2022-1720 et l'arrêté 3 janvier 2023 avec le calendrier progressif. Hein. On nous la met tout doucement. L'arrêté du 3 janvier 2023, calendrier des mises en œuvre. Le calendrier est monté en charge par étapes. À partir de juillet 2027, un PGCE doit être en place au moins sur le périmètre zone de captage, ressources, risques en amont, pression, mesures de protection et surveillance. Au plus tard, en janvier 2029, le dispositif doit couvrir l'ensemble du système de production. Traitement, distribution est une logique de gestion de risque complète. Cette progressivité est importante. Elle donne du temps pour la structure, le diagnostic patrimonial, organiser les gouvernances, outils et les équipes où on fait converger les données. Qui est concerné? Le PRPDE et les collectivités sont concernés. Les PRPDE, personnes responsables de la production et de la distribution d'eau. Collectivités compétentes, structures de gestion, syndicats sont les organisations exploitant intervenant en appui. Le PGSDE a été une démarche de l'équipe. Les contributions peuvent aussi venir des bureaux d'études, d'acteurs
du territoire selon les actions engagées, par exemple en zone de captage. Alors, je ne vais pas tout lire l'article parce qu'il est hyper long. Après, vous avez les sanctions des contrôles par les ARS. Vous avez la méthodologie, comment élaborer le PGCE conforme. Hein, la constitution des équipes PGCE, pluridisciplinaire, l'identification des dangers, évolution des risques, la définition des mesures de maîtrise préventive et corrective. Vous avez les outils et ressources pour mettre en place votre PGCE. Hein, les guides à STIR, référence météorologique française, des tableaux Excel de danger et mesures des maîtrises utiles, mais vite limitées. Accompagnement de l'ARS et financement. Agence de l'eau. Vous avez les formations, machin, bureau de formation PGCE, nanani nanana. Aqualis, les solutions SAS pour piloter le PGCE. Donc voilà, vous êtes là, l'ensemble de l'article que je vous mets. Et donc, à la fin, voilà, vous avez toutes les références. Donc, c'était le dernier article. Donc, vous voyez, hein, le plan logiciel PGCE, c'est tout simplement pour vous contrôler. Il contrôle l'eau, il contrôle tout. Vous ne payez pas l'eau, on vous le coupe. Et l'eau va devenir un luxe. Comme l'avait dit Jean-Claude Van Damme, dans 30 ans, il n'y en aura plus. Eh oui. Vous voyez comment il nous maîtrise de partout. L'air, la mer, la terre, la bouffe, tout. Donc voilà, c'était le logiciel PGCE. C'est un truc de malade quand même. Hein. Donc voilà, c'était les actus du citoyen concerné. J'espère que ça vous a plu. Hein. Donc n'hésitez pas à liker, à abonner, à partager. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer ou pas. Après, je ne sais pas si... Voilà, donc je vous dis à une prochaine. Je ferai peut-être une autre vidéo ce soir. Peut-être un live tranquille, voilà, pour ceux qui découvrent ma chaîne. Donc je vous dis à une prochaine.